on décolle. Étienne Klein, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes physicien, producteur de l'émission La Conversation scientifique sur France Culture et vous avez publié avec Thomas Pesquet. Bonjour Thomas Pesquet. Ah ben voilà, alors forcément avec Bonjour. l'espace, ça prend du temps, mais vous êtes là, Thomas Pesquet, vous êtes astronaute et vous publiez avec Étienne Klein Éloge du dépassement, c'est aux éditions Flammarion. Étienne Klein, bon, on se connaît un peu. Alors vous avez l'habitude de la montagne, mais c'est un peu ridicule, la montagne, Oui, lorsqu'on quand on est discute avec Thomas Pesquet, on éprouve une sorte d'humiliation quand on compare les altitudes. D'autant plus qu'il précise, il le raconte d'ailleurs dans le livre, que quand il est dans l'ISS, à 400 km d'altitude, la Terre lui semble plate. Non pas au sens où elle n'est pas plate. ronde. Non, non, attendez. Vous aussi, vous Non, pensez non, que non. la Terre est plate? Elle est ronde, mais on ne voit pas les reliefs. Donc elle est aplatie par la perspective par laquelle il la voit à assez hautes altitudes. Mais on se rattrape par le fait que si on fait le compte, je crois savoir qu'il y a moins d'hommes et de femmes qui sont montés au sommet du K2 et en sont redescendus vivants, euh, qu'il y a de personnes qui sont allées au-dessus de 100 km d'altitude, ce qu'on appelle la ligne de Kármán qui sépare l'atmosphère de l'espace. Thomas Pesquet, effectivement, ça ressemble à quoi, la Terre vue d'en haut? Ah bah, c'est magnifique, hein. Moi, j'essaie de la documenter dans différents livres de photos et de partager ces photos. Surtout, ce que ça fait, c'est ça fait prendre conscience un peu de la petitesse de l'espèce humaine, hein. Chaque fois de se penser au centre du monde, mais en se décalant un petit peu, en prenant ce recul que moi j'ai eu la chance de prendre physiquement, qu'on peut prendre intellectuellement, et ben, ça permet de se rendre compte de sa vraie position dans le monde, c'est-à-dire une petite fourmi. Une petite fourmi, et alors une petite fourmi plate, c'est vrai que la Terre a l'air plate, Thomas? Non, elle n'a pas l'air Bah, plate, elle a même l'air Non, mais très c'est très Étienne Klein ronde. hein, qui vient de dire ça, moi, sinon on ne le permettrait sans pas. relief, j'ai dit. Elle est énorme, et c'est vrai que depuis l'orbite basse à 400 km, on prend pas, prend pas en visu toute la rotondité de la Terre, mais on voit quand même très largement sa rotondité, qui est documentée par de nombreux satellites. Vous êtes allé jusqu'à quelle hauteur maximale, jusqu'à quelle altitude, Thomas Pesquet? Oh, ça doit être aux alentours de 450 km, ce qui est pas énorme, hein, par rapport à... C'est aller un avion de ligne 10 km, la Lune 400 000 km, donc c'est un petit peu plus loin. Moi, je suis resté, on va dire, dans le voisinage immédiat de la Terre. Est-ce qu'à ces altitudes, parce que j'imagine que on peut assister à l'évolution donc du paysage et notamment donc voir la Terre s'éloigner, à quoi ça ressemble? Quelle impression ça donne? Eh ben, une impression un petit peu de lâcher prise. Il faut, c'est vrai qu'il faut être OK avec ça. Moi, je me suis dit dans les premières photos que j'ai prises que l'ensemble des gens que je connaissais et l'ensemble des gens vivants étaient sur les photos, sauf notre équipage. Donc ça peut donner un petit peu le vertige. Mais encore une fois, en restant au voisinage de la Terre, c'est juste l'effet qu'on peut avoir en avion avec un petit peu plus d'altitude. Quand on ira beaucoup plus loin, par contre, qu'on la verra vraiment disparaître dans le hublot, là, ce sera un effet psychologique très différent. C'est encore jamais arrivé, hein, à part pendant le petit tour derrière la Lune qu'ont fait les astronautes d'Apollo 8, par exemple. On n'a jamais perdu complètement la Terre de vue, mais ce sera le cas pour des missions vers Mars, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait envie tout Parce ça, que Étienne Klein? vraiment, Thomas en parle dans le livre, les voyages vers Mars, ça veut dire 6 mois de voyage pour l'aller, dans une capsule de petit volume, il parle de Simca 1000. On arrive sur Mars, il faut attendre 1 an et demi, Simca 1000? le volume. Hein, c'est pas l'ISS, c'est-à-dire c'est un espace beaucoup plus confiné. Non mais Et ça ne doit pas parler pendant à une partie certains, du une voyage, on Simca ne verra 1000. ni la Terre ni Mars, et je pense que ça peut créer une forme d'angoisse très très forte. Et puis il faut attendre 1 heure et demie, enfin 1 an et demi sur la planète Mars avant le voyage de retour qui lui aussi va durer 6 mois. Donc c'est quelque chose auquel personne ne peut vraiment se préparer psychologiquement. Je dis pas que c'est impossible, je dis que ça ressemble quand même à quelque chose d'assez terrifiant. Bon, en ce moment, vous vous préparez pour une mission lunaire avec Artemis. Thomas Pesquet, ça ressemble à quoi votre quotidien en ce moment?
C'est fait de beaucoup de choses, hein. Par exemple, cet été, j'ai eu la chance de le passer un peu avec Étienne et à converser de différents sujets qu'on a essayé de condenser dans le livre. Mais sinon, au quotidien, c'est un petit peu d'entraînement physique et beaucoup d'entraînement technique. Il faut se préparer pour des nouvelles capsules, des nouveaux véhicules, hein, des nouvelles manières de faire les choses. Parce que le programme Artemis, ce ne sera pas les mêmes véhicules que la station spatiale. Donc c'est du temps en simulateur, c'est du temps de développement aussi, un métier un petit peu de pilote d'essai, on va dire. Et puis aussi essayer d'utiliser toute l'expérience que j'ai acquise dans le milieu de la station spatiale pour faire marcher ces missions-là pour mes collègues qui continuent à voler, hein. Il y a des gens tous les jours dans la station spatiale. On aura notamment une Française, Sophie Adno, qui devrait partir l'année prochaine. Donc j'essaie aussi de l'aider du mieux que je peux. La mission Artemis 3, elle est prévue pour 2028. Quand vous dites donc entraînement physique, combien de temps passez-vous par jour à faire du sport? Puisque j'imagine que ça doit ressembler à ça. Ça ressemble, alors pas assez, ça c'est certain, parce que malheureusement, tant qu'on n'est pas en phase intense d'entraînement pour la mission, le sport c'est la chose la moins prioritaire, on va dire, par rapport à tout ce qu'il y a dans l'emploi du temps. Mais ça parlera, je pense, à beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs, parce que tout le monde a des bonnes volontés le matin, et puis parfois le soir, on se rend compte qu'on n'a pas eu le temps. Mais sinon, globalement, moi j'essaie de faire aller entre 1 heure et 1 heure et demie tous les jours, enfin, au moins 5 ou 6 fois par semaine. C'est pas toujours possible. Dans la station spatiale, c'est 2 heures et demie par jour, donc là c'est plutôt une version un peu light. Étienne Klein. Enfin, quand on voit Thomas Pesquet, on se rend compte qu'il fait vraiment beaucoup de sport, hein. Il porte toujours le même t-shirt. Enfin, il a plusieurs t-shirts, mais ils sont tous identiques. Et donc on voit ses bras. Vous portez toujours le même Il a costume, des bras, Étienne. il a des bras très impressionnants. Et les miens apparaissent comme ils sont, c'est-à-dire des bras de marathonien. Un peu Eh oui, c'est ça, parce que vous courez trop, Étienne. Et donc, quand on court, vous courez moins, peut-être, Thomas. Oui, c'est ça. Alors Étienne, il a l'avantage Étienne, c'est un cabri de montagne. Je pense pas que je pourrais le suivre dans ses pérégrinations montagnardes parce que je suis trop lourd. Mais chacun sa spécialité en fait, et c'est pour ça qu'on se complète bien. Et alors donc, Artemis, ça consiste en quoi? Donc cette mission lunaire, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il fallait apprendre à faire avec un équipement qui était différent de l'équipement précédent. Pourquoi, si vous deviez nous expliquer cela? Parce que si on compare avec le milieu de l'aéronautique, on n'a plus ce sera des nouveaux avions, on va dire, par rapport aux années 50-60. Évidemment, c'est pas les mêmes fusées, c'est pas les mêmes capsules qui nous emmèneront là-bas, parce qu'on n'a plus ce qu'on avait à l'époque, hein, de la même manière qu'on n'a plus de Concorde aujourd'hui. Si on voulait faire de l'aviation supersonique, il faudra en reconstruire un. C'est à ça qu'on s'attelle en ce moment, et c'est pour ça que tout va changer, parce que ce sera des véhicules différents, un but différent aussi, hein. On n'y va pas pour planter un drapeau et puis pour gagner la course, on y va vraiment pour s'installer, pour faire une base de recherche comme on peut en avoir en Antarctique ou ailleurs en France, dans le monde, sur la planète, dans des environnements extrêmes. Et c'est ça qu'on va faire. On veut y rester 30, 60, 90 jours et puis à terme, peut-être pourquoi pas, avoir une base permanente sur la Lune, comme on a une base permanente en orbite basse, hein, on dirait de la science-fiction, mais l'ISS, c'est quand même 25 ans de présence continue en orbite au-dessus de nos têtes. Ouais, alors la Lune, vous nous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est 1000 fois plus loin que la station spatiale. C'est ça. Donc c'est très loin. Ah, c'est très loin, mais ça reste encore une fois le voisinage de la Terre. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est vraiment les échelles dont on parle, hein. Une année-lumière, 10 000 milliards de kilomètres. Ça, c'est des choses qu'on franchira jamais, du moins de notre vivant. Je ne pense pas qu'on aura les moyens de franchir ce genre de distance. Par contre, 400 000 kilomètres, ça, c'est quelque chose qui peut se faire. C'est quelque chose qui, avec les moyens de propulsion dont on dispose actuellement, se fait dans une durée humaine, on va dire. Mais comme le disait Étienne tout à l'heure, Mars, c'est déjà plus conséquent. 300 jours de voyage aller, donc il faut quand même s'y préparer. C'est un très très long courrier, on va dire. Et puis au-delà de ça, pour l'instant, il n'y a rien qui est à notre portée encore. On parle des exoplanètes, mais les exoplanètes, c'est beaucoup plus loin. Là, on commence à rentrer dans le domaine des astrophysiciens plutôt que celui des astronautes. Éloge du dépassement, quand on parle donc de la station spatiale, 1000 fois plus pour la Lune, le domaine des très longues distances, de l'infini. La Étienne. distance à la Lune, c'est quand même 10 fois la circonférence de la Terre. J'imagine que Thomas Pesquet a calculé la distance totale qu'il a parcourue lors de ces 2 séjours de 6 mois dans l'ISS, mais c'est beaucoup plus. Il a fait plus que la distance Terre-Lune. Et il me semble qu'il se passe la même chose avec ce genre d'exploration que ce qui se passe avec l'alpinisme. Quand vous voyez un sommet que vous n'avez pas gravi ou qui n'a jamais été gravi, c'est encore plus fort, il semble appartenir au ciel. Et puis dès que quelqu'un l'a conquis, comme on dit, eh bien il descend. Et je pense que la Lune,
ou l'ISS, c'est un peu la même chose. Le fait de savoir que des humains y sont, où y ont été, où ils vont y aller, ça la ramène dans le champ terrestre, en fait. Donc alors, vous vous entraînez, j'ai lu que vous vous entraîniez, à faire de la géologie en Norvège, à piloter un hélicoptère. Et pourquoi, par exemple, ces 2 activités, Thomas? Ah bah, c'est lié complètement au programme qu'on vient d'évoquer, hein, la géologie. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de la recherche qu'on pourra faire sur la Lune, ce sera géologique. La Lune, c'est un morceau de terre, hein, qui a été détaché dans les premiers âges de l'histoire de la Terre. La Terre a 4,3 milliards d'années à peu près, si je dis pas de bêtises. Donc tout au début, ce morceau s'est détaché. Et malheureusement, sur Terre, avec l'érosion, la tectonique des plaques, on n'a pas accès en fait à l'histoire du début de la Terre. Tout ça a été effacé du livre, hein. On a beaucoup de mal à trouver des roches qui sont vieilles de plus de 2 milliards d'années, donc même pas la moitié de l'histoire de la Terre. Alors que sur la Lune, eh ben, on peut se baisser et ramasser une roche d'il y a 4,3 milliards d'années. Donc ça nous expliquera un petit peu l'origine de la vie. C'est quand même des grandes questions qu'on se pose, un peu fondamentales, que la science se pose et que les gens se posent, même si ça ne la pose pas tous les jours en se levant, j'imagine. Sauf quand ils nous écoutent ce matin, peut-être. Mais c'est ça qu'on fera sur la Lune. Enfin, c'est une des grandes activités. Bah, pour ça, on s'entraîne sur Terre, évidemment. Et puis l'hélicoptère, c'est un petit peu différent, mais c'est pour les atterrissages verticaux. Sur la Lune, on se posera, il n'y a pas d'atmosphère, évidemment, pour nous porter comme un avion, porté par ses ailes. Donc on descendra en descente propulsée, en moteur fusée, une approche très verticale avec beaucoup d'illusions de distance, un paysage très monotone, pas tellement de références pour juger sa vitesse, sa distance par rapport au sol. Ça, le meilleur moyen de s'y préparer, c'est de faire de l'hélicoptère. C'est un peu bête, mais c'est le meilleur analogue qu'on a pu trouver sur Terre. Mais ça se fait de manière manuelle ou j'imaginais, je ne sais pas, qu'il y avait des pilotes automatiques qui permettaient de faire ce genre d'atterrissage, je me trompe? Alors, il n'y a pas vraiment. Pendant les missions Apollo, déjà, c'était complètement manuel, hein, ces alunissage plutôt que ces atterrissages. Mais aujourd'hui, on espère qu'on aura plus de technologie. On n'a pas encore fini les véhicules qui nous poseront, donc je ne peux pas vous répondre vraiment précisément. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que par exemple, sur la Lune, c'est très difficile d'évaluer sa vitesse horizontale. Sa vitesse verticale de rapprochement du sol, ça, c'est assez facile. Il suffit d'avoir un altimètre laser, un laser qui tire vers le bas, et le retour de l'onde laser, en fait, nous permet de déterminer à la fois l'altitude et la vitesse. Donc ça, c'est assez simple. Simple. Mais la vitesse horizontale, c'est compliqué. On a la vitesse horizontale dans un avion, c'est un compteur de particules d'air, en fait. C'est le fait qu'il y a de l'air qui nous permet, avec un anémomètre, de calculer notre vitesse. On n'a pas ça. On n'a pas d'atmosphère, on n'a pas de GPS autour de la Lune, donc on a très peu de moyens, en fait, de calculer sa vitesse horizontale. Le meilleur moyen, c'est encore l'œil du pilote et la référence visuelle. Ah oui, à ce point-là, parce que le GPS, je pensais qu'il suffisait d'avoir des satellites en ligne de mire pour l'avoir. Vous me Étienne, regardez, Guy, je ne suis pas du tout compétent sur ces questions. je pensais que le GPS, Thomas Pesquet, sur le GPS, je sens que vous traversez une tempête stellaire, Thomas Pesquet. Non, mais le GPS, effectivement, c'est un moyen phénoménal, mais qui a été pensé pour être utilisé sur Terre. Les satellites sont autour de la Terre, tournent autour de la Terre, pas autour de la Lune. Il faudrait un GPS lunaire, mais on a ce genre de projet d'ailleurs. Si vraiment l'exploration lunaire elle regroupe beaucoup de pays et regroupe beaucoup de gens finalement sur notre satellite, on mettra quelques satellites artificiels autour de notre satellite naturel pour nous donner une position de la communication. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Tout ça, c'est à construire. Étienne Klein. Alors, il y a un papier qui était sorti en 2023 dans Nature, écrit par des scientifiques de plusieurs disciplines, qui essayaient de prévoir ce que serait la Terre dans 250 millions d'années. Et la conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est que dans 250 millions d'années, donc il n'y aura qu'un seul continent. La dérive des continents va faire que les continents actuels vont se rapprocher, se toucher, se fondre. Quand ils se rapprocheront, ça déclenchera une activité volcanique intense, donc des émissions de gaz à effet de serre. Donc le climat va se réchauffer, d'autant plus que le Soleil verra son activité augmenter de 2,5%, donc il fera tellement chaud qu'il n'y aura plus d'humains. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que on est capable de prédire le très long terme de la Terre plus facilement que le moyen terme, puisque ce qui va se passer dans le futur dépend en partie de ce qu'on va faire. Et comme on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne peut pas dire ce qui va se passer. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, comme l'a dit Thomas à l'instant, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de vie organique. Et donc, si on voulait laisser une trace définitive de notre présence sur Terre, il n'y a qu'un moyen, c'est d'aller sur la Lune, d'y déposer des traces qui resteront, puisque la Lune n'oublie pas. Et donc, d'une certaine façon, la seule façon de prouver
qu'on a été là, ici sur Terre, c'est d'aller se faire voir ailleurs. D'aller sur la Lune. Comment vous voyez marcher sur la Lune Thomas Pesquet, puisque donc, j'imagine que c'est un premier pas auquel on pense beaucoup avant de le faire. Oui, on y pense après. J'ai encore quelques années pour préparer ma petite phrase. D'ailleurs, je demanderai sans doute à Étienne de me donner un peu d'inspiration, parce que je pense qu'il est bien meilleur que moi pour ça. Mais on n'y pense pas tous les jours. Non, non, en fait, comme pour mes premières missions, l'horizon tellement lointain, ça nous permet pas d'être dans l'action tous les jours. Donc, on a des horizons très courts. Chaque jour, on se dit, aujourd'hui, la tâche, c'est ça, chaque semaine. Et puis, petit à petit, presque parfois sans le voir, on se rapproche de la fusée au décollage. Et donc, pour l'instant, j'ai des buts très quotidiens. Et quand on sera au pied de la fusée, on parlera de ça. Étienne Klein, vous pourriez avoir le mauvais goût de proposer à Thomas Pesquet un anagramme ou ce genre de choses. Une anagramme. Une anagramme. Mais Bon, on va laquelle chercher, on a le temps, comme il a dit, donc j'y réfléchirai en temps Vous voulu. n'y Mais avez pas encore ce qui pensé. est intéressant quand on Vous faites discute tout à la avec Thomas, dernière minute, hein, entre Artemis qui n'est pas fini, qui n'est pas prêt, vous en qui tout cas, n'avez pas encore d'anagramme. quand on discute avec Thomas, on voit qu'il est débordé, il est pris par l'urgence, il a 1000 vies en même temps, et il a des projets à long terme. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est ce mélange entre des très très longues perspectives, des missions de longue durée, pour lesquelles il se prépare quotidiennement, et donc il y a ce mélange d'occupations multiples et d'axes du temps qui pour lui est très bien défini. Et vous, justement, quand on parle d'axe du temps, quand on parle de grand nombre, Étienne Klein, comment ça se passe dans votre tête lorsque vous Oh, devez on a vous l'habitude, quand on fait de la physique, de manipuler des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Entre la taille de l'univers observable, la taille d'un quark et la taille de l'espace au moment du mur de Planck, il y a des ordres de grandeur qu'on arrive à relativement bien maîtriser. De quel ordre? Le mur de Planck, c'est 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. C'est court. C'est court, et c'est à peu près ce qui nous reste avant le journal. On se retrouve dans quelques minutes. Thomas Pesquet, Étienne Klein, Éloge du dépassement. C'est le livre que vous publiez aux éditions Flammarion. Thomas Pesquet, je ne vais pas vous faire réagir au billet politique. Habituellement, c'est ce que l'on fait, mais je sais bien que vous n'aimez pas vous exprimer là-dessus. J'aimerais en revanche savoir ce que cela vous fait d'être l'un des Français les plus populaires dans une période par ailleurs assez troublée. Comment vivez-vous cela? Je sais pas si je suis un des Français les plus populaires. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont populaires pour plein de raisons et dans plein de milieux différents. Je pense que moi, ce qui me fait plaisir, c'est plutôt que les sujets dont je peux discuter, les sujets dont on discute avec Étienne, et notamment dans le livre, atteignent un peu l'oreille des Français, parce que dans ce discours en fait un peu confus parfois, où le cycle des informations va très très vite, où il y a beaucoup de sollicitations et beaucoup d'éphémères, je trouve, les sujets de long terme, la science, la recherche, ça a tendance à paraître un petit peu austère et parfois être oublié. Donc qu'on puisse mettre ça un peu dans l'oreille des gens, ça me fait plaisir. Bon, la science et aussi la négation de la science, Étienne Klein, avec des choses qui nous paraissaient plutôt acquises, comme par exemple la rotondité de la Terre, comme le fait que l'on avait marché sur la Lune, qui sont aujourd'hui remises en question par certains, hein, mais bon, remises en question malgré tout. Oui, on assiste à ce qu'on pourrait appeler une concaténation entre la liberté et la vérité. C'est-à-dire chacun se sent libre sur n'importe quel sujet de déclarer ce qui est vrai pour lui, de fabriquer sa fiction personnelle sans estimer qu'il doit respecter la vérité dans sa façon de parler ou même de penser. Cela dit, il faut être nuancé, parce que les platistes sont plus experts en platitude que les globistes ne sont experts en rotondité. Autrement dit, ils ont des tas d'arguments, ils sont tous faux, mais ils en ont beaucoup. Il y a une sorte de millefeuille argumentatif, comme dirait Gérald Bronner. Personne n'est capable de les réfuter individuellement. Or, les gens qui savent que la Terre est ronde ne sont pas toujours capables de dire comment on a su qu'elle est ronde. Et donc, ça les fragilise lorsqu'ils sont dans ce type de confrontation. Effectivement, mais qu'est-ce que l'on doit faire face à cela, Étienne Klein? Est-ce qu'on doit hausser les épaules ou Non, je pense que il y a un rapport de l'Académie des technologies, qui est un groupe de travail dirigé par Nicolas Curien, qui a travaillé sur ces questions. Le rapport s'intitule IA générative et désinformation. On le trouve sur le site de l'Académie des technologies, où il est montré, entre autres choses, que la force du faux, la force de propagation du faux dans l'espace public est dopée par le numérique.
En fait, nos cerveaux n'aiment pas être contredits, hein. Ça a toujours été vrai, avant même le numérique. Quand on est de gauche, on lit pas, Le Figaro. Quand on est de droite, on ne lit pas, l'Humanité, parce que lorsqu'on lit le journal, on veut que la façon dont les événements nous sont rapportés soit homomorphe à notre propre lecture du monde. Et là, je parle du monde, pas du journal. Et aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que les algorithmes ont vite fait de repérer vos tropismes intellectuels, culturels, vos habitudes de consommateur, et vous délivrent des articles, des vidéos qui vont dans le sens de ce que vous croyez déjà. Et donc, ça renforce les croyances qu'on a, et ça clive d'une certaine façon l'espace public. Thomas Pesquet, le fait de devoir dire que oui, effectivement, on a marché sur la Lune et qu'on va bientôt à nouveau marcher sur la Lune, puisque vous allez faire quelques pas là-bas, est-ce que, je ne sais pas, ça vous agace, ça vous accable, ça vous motive? Non, ça peut prendre un peu de temps, mais moi surtout ce qui m'embête, c'est que ça nie le travail de beaucoup de gens. Moi, je trouve ça un petit peu facile aussi d'ignorer des choses que c'est facile d'aller vérifier pour soi-même si on se donne un petit peu de mal. Je veux dire, par exemple, la station spatiale, on la voit passer dans le ciel, hein. Il suffit d'avoir une application, de repérer le passage et on la verra très nettement à l'œil nu. Donc vraiment, tout le monde peut le faire. On peut écouter les dialogues, c'est en accès public sur le site de la NASA. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui inventent des conspirations dans la conspiration pour prouver que même ça, c'est faux. Moi, on m'a dit que j'étais de bonne foi, d'ailleurs assez gentiment, que je pensais vraiment être allé dans l'espace parce que j'avais été hypnotisé. Donc, c'était pas de ma faute que j'étais gentil et que je pensais y être allé et que j'étais pas un Mhm. menteur, mais je m'étais moi aussi une victime du système. Donc, évidemment, quand on arrive à ce niveau-là, ça devient compliqué. Mais je pense que ce qui se joue, enfin, dont on parle un petit peu dans le livre, c'est un peu plus que ça. Le débat, il n'est pas juste scientifique et technique. Il y a une vraie question sociale. Les gens veulent dire mon opinion à moi, elle est valable autant que celle d'Étienne Klein ou celle de Thomas Pesquet, même si je suis pas allé dans l'espace, même si je suis pas physicien. Et quelque part, ils ont raison. Alors, on n'adapte pas la vérité à l'interlocuteur, mais il faut savoir peut-être écouter tout le monde et puis que tout le monde trouve sa place dans ce débat-là. Il faut pas nier les gens. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que c'est ça qui se joue derrière ces opinions. C'est pas des questions scientifiques. Les gens s'en foutent un peu au final que la Terre soit ronde ou pas. Ils ont juste envie d'exister. Et où s'arrête la rationalité, Étienne Klein, par exemple, puisqu'il est question d'espace, lorsqu'on parle d'extraterrestres, est-ce qu'on est ipso facto irrationnel? Comment vous Non, percevez non, cette... je crois pas. Simplement, ce que je remarque, c'est que toutes les vérités entre guillemets scientifiques ne sont pas contestées de la même façon. La forme de la Terre, c'est quand même une sorte de fait difficile à contester avec des arguments. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que ce fait-là est contesté, mais d'autres qui sont plus discutables au sens où plus difficiles à comprendre, comme par exemple en 2012, vous vous souvenez, il y a eu l'annonce de la découverte du boson de Higgs. C'est quoi le boson de Higgs? Comment est-ce qu'on a pu vérifier qu'il existe? C'est très compliqué à expliquer. Il y a toutes sortes de médiations techniques entre son existence et la façon que nous avons de l'observer. Et moi, je m'attendais à ce que ce résultat soit contesté, qu'on trouve en librairie des livres intitulés Ma vérité sur le boson de Higgs. Et on n'a pas vu ça. Mais ma vérité sur Darwin, ça se trouve assez facilement. Ah oui, alors justement, est-ce qu'il y a des vérités scientifiques qui nous dérangent, auquel cas elles sont contestées? Quand un fait scientifique nous dérange, on est capable de trouver toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. En revanche, si le fait que l'existence du boson il n'est pas contesté, moi j'avais trouvé ça plutôt j'avais trouvé que c'est une bonne nouvelle que ce soit pas contesté. Et en réalité, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que, en fait, on s'en fiche. On ne conteste pas ce qu'on ignore. Thomas Pesquet, votre vérité sur les extraterrestres, c'est quoi? Ben, ma vérité sur les extraterrestres, elle n'est pas très différente de celle d'Étienne ou de celle de beaucoup de gens. C'est plutôt du domaine de la probabilité. On s'interdit pas de penser évidemment qu'il y a une forme de vie quelque part ailleurs dans l'univers. On découvre des nouvelles exoplanètes tous les jours, certaines qui sont dans des conditions, on va dire, d'éloignement par rapport à leur étoile qui ressemble à celle de la Terre par rapport à notre Soleil à nous, donc qui serait a priori favorable à la vie. Après, on n'est pas en capacité d'y aller ni vraiment de voir ce qui s'y passe. Donc ça reste quelque chose de très lointain, mais ce serait un petit peu trop égocentrique de penser qu'on est absolument les seuls dans l'univers. Après, quand on dit des formes de vie, ça peut être des petites bactéries, ça peut être des choses qui vivent absolument différemment de nous à partir d'une chimie qui serait pas organique. Donc ça peut être beaucoup de choses, mais je pense que c'est plus vraiment un débat de se dire bah, peut-être que ces choses existent, on ne sait pas, et puis peut-être qu'on les verra un jour. Mais vous n'avez pas peur quand vous êtes dans votre station spatiale que quelqu'un frappe à la porte?
Non, ça, par contre, c'est du domaine de la science-fiction. On est dans le voisinage de la Terre, hein, donc on n'est pas. Si quelqu'un venait frapper à Vous êtes notre dans la porte à nous, banlieue, bah, quoi, pour vous, oui, voilà, il serait assez rapidement à votre porte à vous. Et ça, je sais pas, c'est pas tellement une à la bonne porte nouvelle. du studio. Mais on a regardé un film pour le coup de science-fiction dans la station, parce qu'une fois par semaine, on essaie de regarder sur notre petit écran là le samedi soir une soirée cinéma dans l'espace. Et c'était l'histoire d'une forme de vie qui revenait de Mars, qui était d'abord mise en quarantaine dans la station avant d'être amenée sur Terre. Évidemment, ça se passait très 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 mal. Et bon, ça impressionnait personne. On était tous un peu des vétérans, donc je pense que les gens n'ont pas fait de cauchemar. C'était pas très réaliste. Qu'est-ce qui vous impressionne, Thomas Pesquet? Bah, beaucoup de choses m'impressionnent, hein. Moi, il y a des tas de choses que je suis complètement incapable de faire, notamment l'alpinisme. Tu vois, je dis pas ça pour flatter Étienne, mais c'est vrai. Moi, ça m'impressionne parce que c'est pas mon monde. Moi, j'ai grandi plutôt dans la basse plaine de Normandie. Je suis venu à la montagne qu'un petit peu plus tard Oh, et de mais vous manière n'avez pas le absolument vertige pas quand même, Thomas professionnelle. Pesquet. Non, j'ai pas le vertige, mais je sais qu'il y a des choses de l'escalade en haute altitude. Ça, j'aurais du mal à le faire. C'est pas mon domaine. Étienne Klein, vous aimez bien faire de l'escalade, surtout quand il y a de l'orage. Pas forcément, mais moi je suis comme Thomas, hein, je suis pas du tout de la montagne, j'y suis venu très tardivement, hein. Vous me répondez pas sur l'orage. Non, ben, les orages, j'en ai connu beaucoup, notamment une fois où c'était vraiment très très violent et j'ai pas spécialement apprécié. C'était une ambiance de, comme si on était bombardé par des espèces de- d'explosions là qui étaient difficiles à localiser avec les cheveux qui se dressent. Enfin, le scénario classique, c'était sur l'arête des Grandes Jorasses. C'est pas le lieu le plus confortable dans ces conditions. Bon alors, j'imagine qu'un orage sur la Lune, ça n'existe pas encore, que je n'en sais rien. D'ailleurs, Thomas Pesquet, est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes météorologiques que l'on redoute, des conditions particulières qui peuvent rendre votre mission encore plus difficile? Alors météorologique, au sens atmosphérique, non, parce qu'évidemment on n'a pas d'atmosphère, donc pas de phénomène d'humidité, de vent, de déplacement de masse d'air, toutes ces choses-là. Mais ce qu'on peut avoir, c'est deux choses, hein. C'est des bombardements de météorites. Alors ça, c'est pas des avalanches de météorites, mais ça peut être une météorite qui impacte la Lune. On a la chance sur la Terre d'être protégé par notre atmosphère qui les fera brûler, hein. Ça s'appelle une étoile filante avant que ces météores touchent la surface. Sur la Lune, c'est pas le cas, pas d'atmosphère, ça veut dire impact direct. C'est pour ça qu'on a tous ces cratères évidemment sur la Lune, donc ils sont en formation encore aujourd'hui. Si on a la malchance d'être dessous, comme Étienne sous son orage, bah, ça peut se passer assez mal. Et puis le deuxième type d'orage qui est un peu moins spectaculaire, mais qui fait tout autant de dommages peut-être, c'est les orages solaires en fait, donc de particules, de charges magnétiques, pardon, de charges électriques qui peuvent nous bombarder, ces fameux bombardements de particules qui créent des aurores boréales. C'est très spectaculaire sur Terre, mais sur la Lune, on peut être exposé à un taux de radiation peut-être un petit peu trop fort. Qu'est-ce que c'est une aurore boréale? Rappelez-le nous. Une aurore boréale, bah, c'est l'interaction en fait de particules chargées qui viennent de ce bombardement du Soleil, une hausse d'intensité du Soleil, les fameuses éruptions solaires, et bah, ça provoque une vague de particules, on va dire, qui ensuite va venir impacter la Terre, et c'est l'interaction dans la haute atmosphère qui crée ces couleurs en fonction du gaz de la particule et de sa fréquence. Ça fait pas tout à fait la même couleur, c'est souvent du vert, mais ça peut faire jusqu'à du mauve et parfois du bleu. Étienne Klein, vous parlez aussi donc de l'espace, évidemment, on l'a compris, mais des profondeurs de la Terre dans ce livre, le livre que vous publiez avec Thomas Pesquet, Éloge du dépassement aux éditions Flammarion. Oui, parce que les sous-marins, c'est des sortes d'anti-ISS, hein. Ils sont au fond des mers. Et avant le confinement lié au Covid, le hasard a voulu que j'invite pour l'émission La Conversation Scientifique, en même temps Jean-Pierre Agnuret, qui a passé 6 mois dans l'ISS, et François Dupont, qui a été un commandant de sous-marin nucléaire. Et ils ont comparé leur expérience du confinement, l'un dans l'ISS, l'autre dans un sous-marin nucléaire. Et ce qui était intéressant, c'était de voir à quel point leur expérience se rapprochait, alors même que les conditions dans lesquelles ils étaient complètement différentes. Il y avait la même terreur de la fuite. Alors, dans le cas du sous-marin, c'est plutôt des fuites entrantes. Dans le cas de l'ISS, c'est plutôt des fuites sortantes. Il y a la terreur de l'incendie, etc. Mais ils avaient tous deux fait remarquer que lorsque, dans un équipage, tout le monde dépend de tout le monde, les relations humaines sont en général non conflictuelles.
hein, comme le disait Camus, un homme ça s'empêche. Un peu comme dans une cordée d'ailleurs. Hein, quand on est dans une cordée en montagne, il y a des choses qu'on ne fait pas, on s'énerve pas, on est responsable de la vie de l'autre, l'autre est responsable de sa propre vie. Et donc l'esprit de cordée, c'est cette espèce de responsabilité partagée qui fait que certains comportements sont implicitement considérés comme impossibles. Thomas Pesquet, vous confirmez? À 100%, hein, c'est vrai que nous, on a eu, alors pour revenir à l'actualité, on en parlait tout à l'heure, mais on a des équipages russes, américains, européens dans la station spatiale. Évidemment qu'on a tendance à se focaliser sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, parce qu'on est dans un environnement extrême, parce qu'on est à la merci d'un problème technique, d'une avarie, effectivement comme dans un sous-marin, de manière complètement inversée, comme le disait Étienne. Mais c'est vrai dans tous les environnements extrêmes et dans toutes les activités à risque. Activités à risque aussi, et bon, qui sont inhérentes à votre profession. Et j'imagine, Thomas Pesquet, que vous faites toute une série de scénarios, scénarios du pire ou scénarios pour justement réussir à savoir comment vous devez réagir face à certaines conditions. Donc, Étienne parlait de l'incendie, j'imagine qu'il y a aussi la fuite, enfin bref, toutes ces possibilités d'anomalies. Oui, ça fait partie du travail, hein. Au final, ce qui nous occupe le plus à l'entraînement, c'est les choses qu'on fera jamais en vol. Et heureusement, c'est effectivement les grosses urgences parce que tant qu'on a le temps de réagir, en fait, on n'a pas besoin de réagir par cœur et d'être surentraîné. On peut s'appuyer sur des procédures qui existent, on peut en parler à la radio avec le centre de contrôle et tout ça va bien. Mais quand on est pris par le temps, effectivement, dans le cas d'une fuite, dans le cas d'une atmosphère toxique, quelque chose de toxique qui se répandrait dans la station, un gaz, un liquide, ou dans le cas d'un incendie, là, pas le temps de réfléchir, il faut réagir, il faut connaître absolument par cœur sa réaction, et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à s'entraîner. Mais ça, c'est un peu la même chose qu'une vie de pilote, hein. Quand on est au simulateur, tout va mal, évidemment, les moteurs tombent en panne, l'avion prend feu, la météo ne coopère pas, la piste est trop courte, j'en passe et des meilleurs, et heureusement, dans la vie de tous les jours, ça se passe pas comme ça. Et justement, le fait de transposer ce qui se passe sur le simulateur à ce qui se passe dans la vie, parce que je ne sais pas, ça doit être compliqué. Et, enfin, en tout cas, c'est une question que je me pose. Ça doit être compliqué de prendre le simulateur au sérieux. Non, parce que c'est assez bien fait en fait, hein. Il y a le niveau de réalisme qu'on atteint aujourd'hui est quand même assez avancé. On a exactement le même software, le même logiciel qu'on pourrait avoir dans la capsule, hein, qui tourne dans le simulateur. Donc on sait vraiment que les réactions auxquelles on assiste, c'est les réactions auxquelles on assistera dans la vraie vie. Et puis les scénarios qui sont faits par les équipes d'entraînement sont en général assez réalistes. Donc non, on a tendance à s'y croire assez facilement. Alors évidemment, quand il y a le feu, ça brûle pas vraiment, et heureusement pour nous. La fumée, c'est de la fausse fumée de machines, de boîtes de nuit, mais juste pour nous donner le réalisme, et elle va pas nous suffoquer, et heureusement. Mais sinon, non, on a tendance, alors on sait qu'on joue pas sa peau, mais on se retrouve dans la situation réelle assez rapidement quand même. Vous, Étienne Klein, vous n'êtes jamais allé dans l'espace à proprement parler, mais vous avez connu des expériences d'apesanteur. J'ai fait un vol 0G, oui, il y a quelques années, un vol parabolique. Ça consiste à monter dans un Airbus A310. On monte à 45 degrés, donc on est dans une sorte d'hypergravité. Puis quand on atteint une altitude de 10 000 mètres, je crois, la pression de l'air est tellement faible que si on coupe à peu près les gaz, l'avion a une trajectoire parabolique pendant 24 secondes. Puis on retombe, on remet les gaz et on le fait une trentaine ou une quarantaine de fois. Et donc, Trentaine 30 de ou fois. 40 fois pendant 24 secondes, on éprouve l'impesanteur dans un champ de pesanteur. Et Quelle ça, c'est impression ça donne? eh bien, en fait, on peut s'y préparer psychologiquement, c'est en tout cas l'impression que j'ai eue. En revanche, dans la phase de montée, où on est écrasé sur les sièges par le fait que la poussée des réacteurs correspond à une forme de gravité augmentée, là, on s'y prépare moins. Moi, je m'amusais à tirer sur une cible avec des fléchettes, et il faut du temps pour comprendre le bon geste, pour l'adopter. Pourquoi c'est quoi le bon geste dans ces conditions de Quand vous êtes en gravité? apesanteur, quand on est sur Terre, on donne à la fléchette une certaine inclinaison. En apesanteur, en fait, si Aristote avait fait un vol 0G, Mhm. la physique aurait gagné 2000 ans. Parce que tous les principes physiques qui sont masqués dans notre monde par le fait qu'on est dans des conditions très spéciales, on n'est pas dans le vide, on est dans un champ de gravité qui est ce qu'il est, eh bien, sont masqués par des phénomènes physiques qui les enrobent et empêchent qu'on les voit directement. Et c- et Et quand on est dans un vol 0G, on voit le principe d'inertie, on voit le principe de relativité, on voit même le principe d'équivalence d'Einstein qui agissent. comment vous les voyez? Parce qu'on est dans des conditions particulières, en fait, on est en chute libre.
c'est ça qui est marrant, c'est que dans cette phase de 24 secondes, j'ai dit il y a 12 secondes de montée, 12 secondes de descente. Mais on est en chute libre. En chute libre, ça veut dire que la seule force à laquelle notre corps est soumis, c'est le poids. Hein. Pour sentir qu'on a un poids, il faut subir une autre force que le poids. Par exemple, la réaction de la chaise sur laquelle nous sommes assis. C'est cette réaction qui nous fait sentir qu'on a un poids. Mais quand on tombe en chute libre, on ne peut pas se rendre compte qu'on a un poids, c'est ce que disait Einstein. Il a énoncé le principe d'équivalence à ce propos. Et on éprouve cette situation où les principes de la physique qui sont voilés dans notre monde apparaissent de façon directe. Thomas Pesquet, et bon alors vous, j'imagine que la pesanteur, ça vous rappelle le bureau? Oui, mais comme le disait Étienne, c'est exactement la même chose, hein. Les astronautes dans leur station, sont en chute libre autour de la Terre. Et ben là, on se met en chute libre dans un avion. On peut être en chute libre dans la cabine d'un ascenseur, du haut d'une tour. Ça durera pas très longtemps, mais tout ça, c'est la même chose. Et effectivement, ça me permet de temps en temps, quand j'ai l'occasion de participer à un vol 0G au départ de Bordeaux, hein, c'est une entreprise française qui fait ça pour l'Europe, qui s'appelle Novespace. Ça me permet de retrouver ces sensations-là et puis d'avoir ma petite Madeleine de Proust, de la station spatiale. Mais est-ce qu'on y prend goût? Oui, on y prend goût. Alors, il y a des gens, c'est drôle, hein, il y a à peu près, moi je trouve 10% des gens, pour avoir fait un certain nombre de ces vols, 10% des gens qui ont beaucoup de mal à lâcher prise, en fait, des gens qui vont se cramponner, qui vont s'agripper à quelque chose et qui ont un petit peu peur de ça. Donc c'est vraiment du domaine du lâcher prise. Et 90% des gens qui ont trouvé ça super agréable. Pourquoi? Parce qu'on est quelque part libéré des contraintes de son corps. Il faut imaginer, on peut voler, on a perdu la sensation du poids, tout est facile, on peut monter au plafond, c'est quand même le truc dont on rêve quand on est enfant. Enfin, je sais pas, mais moi j'ai beaucoup rêvé de voler quand j'étais enfant. Oui, les mouvements sont Étienne très Klein. calmes, on a une masse, mais on n'a plus de poids. Et moi, j'avais remarqué qu'après ce vol, les gens qui avaient participé avaient tous le sourire. Il y a quelque chose d'apaisant dans le fait de ne pas sentir son poids pendant quelques temps. Bon, l'avenir, c'est donc cette mission Artemis qui est prévue pour septembre 2028. C'est un enjeu important parce que c'est le retour d'astronautes sur la Lune après plus de 50 ans, Thomas Pesquet. Oui, et ça va commencer d'ailleurs par une mission de préparation, la Artemis 2, donc Artemis 3, ce sera l'alunissage du programme Artemis. Artemis 2, à partir de février, entre février et avril, on a un équipage qui ira tester les dernières technologies, les préparatifs, les procédures autour de la Lune, hein, l'équivalent d'Apollo 6, 7, 8 condensé en une mission. Et ils s'entraînent déjà depuis un an, c'est des collègues que je côtoie depuis 2009, donc on suivra ça avec attention. Bon, c'est un véritable enjeu d'avoir à nouveau des hommes sur la Lune. Là aussi, ça a beaucoup été discuté, Thomas Pesquet. Oui, c'est un enjeu. Alors, des hommes et des femmes, hein, on va essayer de faire un peu mieux que la dernière fois en termes de représentativité. Mais oui, c'est un enjeu. D'ailleurs, on voit qu'on n'est pas les seuls et de loin à s'intéresser à ça, hein. La Chine a un programme de retour vers la Lune. L'Inde a annoncé à échéance 2035-40 d'envoyer des Indiens sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'accélération technologique qui en résulte dans la société est éminemment positive. Il y a une question de soft power, évidemment. La Chine veut montrer que ça fait aussi bien que les Américains. Les Américains n'ont pas envie de se laisser faire, mais derrière tout ça, ce qui se joue, c'est le progrès, on en reparlait, technologique et autres de la société. Nous, on pense que l'Europe a sa place là-dedans, qu'on a un leadership technologique dans le domaine de l'espace et comme dans plein d'autres domaines, qu'on n'a pas envie de perdre. Pourquoi? Pas par fierté, mais parce qu'on pense que c'est bon pour nos sociétés et qu'on a envie de le garder. Effectivement, Étienne Klein, vous n'irez peut-être pas sur la Lune. Non, mais si Thomas y va, ça me rappellera ma jeunesse. Et justement, vous parliez d'un certain nombre d'expériences, du temps qu'on aurait pu économiser pour Aristote, Newton, etc. Qu'est-ce qu'on peut économiser en allant sur la Lune? Qu'est-ce qu'on peut y trouver qui vous intéresse particulièrement en conclusion comme ça? Enfin, moi, je n'irai pas, hélas, mais si j'y allais, j'aimerais réfléchir sur le fait que on dit que le ciel est bleu, mais en fait, le ciel, il est jamais bleu, il est toujours noir. Ce qui est bleu, c'est l'atmosphère. Et quand on est sur la Lune, même quand le soleil est là, le ciel est noir. Et je pense que ça doit changer le rapport qu'on a avec avec l'univers. Étienne Klein, Thomas Pesquet, éloge du dépassement aux éditions Flammarion. Merci beaucoup Thomas Pesquet d'avoir été avec nous. Merci Étienne dans la conversation scientifique cette semaine. On va recevoir Jean-Louis Etienne et Hubert Sagnières qui vont nous raconter la conquête du pôle Nord au 19e siècle.